وندني ثنمير ثنون إديران إثغارين لا كوميونيتي يونيفرسيتار دملين داكيان إواكن أنا هضار أن مسلي غف لا سيتياسيون أكتيال دو نوتر ألجيري دونك الموفمون بوبولار دو 22 فيفريي كنت ولام بوندون توت لا سيمان عندها دنافيتيان دي ريبريزونتون بوليتيك دو تو لي بارتي عندي دنوكيان لا فافاس وكل دار سيديا ثلاث قضد الدالة عندها دنوكيان مثلا محمود رشدي سكرتير جينيرال البي اس تي وين راضي مسليين غف الموفمون 22 février. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, c'est la conscience des étudiants, des gars, Rajin, Adadin, ou les partis politiques, وكن أن مسلي غف ثديانين استدير في مورثنا وكن ذاغن l'étudiant سداويت عبد الرحمن ميرا أذي أوض أذي مسلي أذي أوض أذي فغافيكين في دروت أني ذا رات représenter l'université أذي فيك les propositions pour sortir de la crise politique actuelle. Donc, بلا العذيل أسنف كوال كاماراد محمود رشدي. Merci. Zoul, bonjour, monsieur le khair. Avant tout, j'aimerais donc remercier la communauté universitaire de Béjaïa pour l'invitation, notamment donc, les différentes structures dans l'association RAGE et le mouvement étudiant de Béjaïa. Et pour commencer, je vais essayer de parler dans les deux langues, un peu en français et en arabe, pour me faire comprendre. Donc, نشكر يعني الجامعة بجاية وجمعية راج وغيرهم على هذه الدعوة. وفي الحقيقة يعني pour commencer, aujourd'hui c'est quand même un jour historique, on ne peut pas passer à côté du 8 mai. اليوم رانا 8 ماي 2019. Et donc, c'est quand même, on commémore le 8 mai 1945. Et juste pour dire deux mots, pas pour rappeler ce qu'était le 8 mai 45, je pense que c'est pas le propos de mon intervention. Mais le rapport entre le 8 mai 45 et ce qui se déroule aujourd'hui, ce qu'on appelle le Hirak ou le Haraka الشعبية نتاع اليوم في 2019. العلاقة اللي كاينة بين le 8 mai 45 et الحركة الشعبية نتاع اليوم c'est هذا الاستمرارية, la continuité de la lutte du peuple algérien. Parce que le 8 mai 45 c'était le peuple algérien qui mourait par dizaines de milliers. C'était plus connu à Kharrata, Stéf et Galma, mais c'était pas uniquement dans ces villes où le peuple algérien est tombé par dizaines de milliers, puisqu'on parle en moins de 45 000 martyrs. Et c'est en 1945, c'est-à-dire presque 9 ans, 10 ans, presque 10 ans avant la guerre de libération de 54. Et donc le peuple algérien, la lutte du peuple algérien pour sa liberté, pour son émancipation, pour une vie digne, pour l'égalité sociale, puisque le colonialisme c'était quand même un système esclavagiste pour le peuple algérien. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, et on ne peut pas ne pas donc, prendre un moment pour rappeler donc, que la lutte du peuple algérien vient de loin, et que l'Istiqlal en 1962, l'indépendance du peuple algérien, donc qui a été arrachée par cette fois-ci beaucoup plus des dizaines de milliers, de 45, mais par millions de martyrs, et que cette indépendance reste inachevée. هذا الاستقلال ماهوش مكمول على خاطر السيادة نتاع الشعب, la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple algérien مازال ما تحققتش بصفة كاملة. Et d'ailleurs الحراك, puisque هذه هي الموضوع نتاعنا يعني اللي تلاقينا عليه اليوم, بان المسألة الأساسية, المطلب الأساسي, la revendication principale du mouvement populaire d'aujourd'hui en 2019, c'est la souveraineté populaire. C'est الشعب هو اللي يسيد, الشعب هو اللي يحكم. Et ça on peut le chanter comme le chantent les jeunes et les masses populaires dans les rues. البلاد بلادنا ونديروا راينا, ça veut dire احنا نحكموا, ça veut dire c'est nous, c'est le peuple qui doit décider.
Et c'est autour de cette thématique d'ailleurs de la souveraineté. المسألة نتاع السيادة الشعبية، المسألة نتاع الشعب هو السيد هو اللي يحكم، اللي يعني في الحقيقة النقاش نتاعنا رايح يكون على خاطر الموضوع هو هذا الحراك، هذه الحركة اللي بدات le 22 février ou le 16 puisqu'on parle de خراطة، d'autant plus qu'on est le 8 mai. من جهة أخرى ثاني يعني اللي نظموا هذه الندوة في الجامعة سموها أيضا العلاقة مع الانتقال الديمقراطي، la transition démocratique. Donc c'est sur cette thématique اللي رايحين j'essaie de développer un petit peu les idées اللي يعني ندافعوا عليهم في حزب العمال الاشتراكي PST البارتي سوسياليست دي ترافايور. اي او دولا يعني الافكار اللي نقدروا نتقاسموها مع الكثير من المواطنين. الوغ المساله الاولى هي يعني منين جا ال 22 فيفري، كيفاش حتى ال 22 فيفري ولا لو 16 فيفري، يعني بطبيعه الحال كاين القضيه تاع لو 5e موندا دو بوتفليقه، لا بريزيدونسيال du 18 avril qui était prévu le 18 avril passé et le 5e mandat de بوتفليقه. ولكن لو 5e mandat de بوتفليقه يعني اذا نضنا ضد النظام اللي بغى يدير 5e موندا والحقنا نقولوا النظام كاع لازم يروح ويتنحاو كاع، معناتها 5e موندا ما هي الا القطره اللي qui a débordé le vase. Ce n'est que la goutte qui a débordé le vase parce que le vase était bien plein. الكاس كان معمر، و 5e mandat c'était la provocation de trop. وباش كان معمر الكاس؟ كان معمر بالسياسات الليبرالية. C'est les politiques libérales avant tout, appliquées depuis plus de 20 ans, parce que Bouteflika est venu à un moment pour continuer une démarche qui a été engagée un peu avant sur le terrain économique et sur le terrain social. Souvenons-nous que en 1994, donc قبل ما يجي بوتفليقة في 99, il y a eu les accords avec le FMI. L'Algérie a accepté de signer les accords avec le FMI parce qu'il y avait une crise de la dette, أزمة تاع الدين خارجي. Et le FMI, il accepte de donner encore des délais pour payer la dette, mais en contrepartie, il faut appliquer ses recettes. لازم نطبقوا الأوامر ديالو في الميدان الاقتصادي والاجتماعي. Et c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement de Reda Melk en 1994 a remplacé Belhaïd Abdeslam qui refusait de signer. Djabou Reda Melk qui l'a signé. Ou Reda Moqdad Sifi, ensuite Ouyahia. Et sous Zerouel, parce que Zerouel, tout le monde dit maintenant beaucoup de bien de Zerouel. Mais il faut dire aussi que Zerouel a été dans cette période aussi où on a signé avec le FMI, le rééchelonnement et toutes les conditionnalités. Et qu'est-ce qu'il y a de problématique, Fahd al-Amr? C'est qu'à l'époque, donc, ils ont liquidé par centaines les entreprises algériennes. Il faut savoir qu'à cette période, en appliquant les conditionnalités du FMI, on a licencié plus de 500 000 travailleurs. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est de l'histoire récente. يعني التاريخ القريب جدا منها. وباللي يعني التدهور نتاع مستوى المعيشه نتاع القدره الشرائيه في الجزائر يعني كان كبير. وبوتفليقه كي جا في 99 سيتي بور كونتينيي في الحقيقه سيت بوليتيك ultra libérale. Lui, il était ultra libéral كي جا. كان اللي يشفاو كان في سنه 99 و2000 اكسترا كان يساكن في الطياره كوم ديزي. كان يظل dans un avion رايح l'étranger pour vendre l'Algérie. Il allait à tous les forums économiques pour dire venez l'Algérie, l'Ummal c'est batal, venez, on nous le montrait à la télévision, dire aux Américains venez gagner des dollars en Algérie, etc. pour ceux qui se souviennent. À Crans-Montana, à Monaco et ailleurs dans d'autres forums économiques. C'était la politique ultralibérale. Et cette politique ultralibérale, même si elle s'est modérée à partir de 2006 et surtout 2007-2008, elle s'est un peu modérée. Mais le cap libéral, يعني التوجه ليبرالي الرأسمالي نتاع النظام في الجزائر يعني quand on voit يعني sur 20 ans le bilan تاعو يعني c'est un bilan plus que catastrophique. إذا الشعب اليوم راهو par millions dans la rue c'est avant tout على خاطر عشنا هذه المرحلة وشفنا هذه السياسة وشنو هي اقتصاديا وشنو هي اجتماعيا وشنو هي même سياسيا. alors اليوم كاين اللي يقدموا نفسهم على انهم معارضه ceux qui se présentent comme une sorte d'opposition. mais quand on examine مليح البرنامج يعني واش راهم الافكار اللي راهم يقولوا فيها يقولوا باللي لازم نزيدوا نطبقوا اكثر من السياسات الليبراليه
داير الماركه اللي بداو يخوفوا فينا، قال لك لازم نبريباريو الشعب الجزائري لوستيريتي، بلي رايحين نعيشوا دي زاني تري ديفيسيل دون لافنير سور بلان ايكونوميك، alors que l'Algérie n'est ni endettée ni يعني كذا يعني on nous compare avec des pays qui sont dans d'autres difficultés. Au contraire, on a toujours des réserves encore, normalement en dollars, etc. Donc pourquoi cette démarche? C'est pour avant tout continuer cette démarche libérale qui en réalité répond aux intérêts d'une infime minorité, très infime minorité en Algérie. Les patrons, les oligarques, l'oligarchia, le patronat, et surtout aussi leurs alliés, les multinationales, les intérêts des puissances étrangères qui existent en Algérie, qui ont la main, notamment sur nos richesses nationales, telles que les hydrocarbures, etc. Et quand on examine dans les 20 ans, alors, sur le plan économique, ben, on nous parlait d'IDE. Bouteflika qui dit qu'on si on va ramener les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, les istithmarat, l'ajnabiyya al-mubashira. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis là on est 20 ans, et ces investissements étrangers, etc., ne sont pas venus. C'est-à-dire comparativement au Maroc, à la Tunisie, à d'autres pays, eh bien les IDE en Algérie, mais il faut bien le savoir, c'était un fiasco. Ils nous ont promis l'industrialisation. قال لك رايحين نصنعوا الجزائر في الطريق هذا تاع الليبراليه. اذا اليوم 20 سنه من بعد تاع بوتفليقه برك ما نذكروش السنوات اللي من قبل باسكو السياسات الليبراليه بدات dans les années 80. اذا sur le plan économique pas d'IDE, pas d'industrialisation parce que l'industrialisation راهي يديروا المونتاج تاع الطوموبيلات. يا اخي شفنا باللي صوروهم مام يغونفليو في البنوات ويقول لك رانا درنا تصنيع تاع يجيبوا لي فاتور اون كيت. حب يقول هذوك لي كونتينر اللي يجيبهم البابور يجيبوا البياسات نتاع الطوموبيل وهنايا يمونطيوها ويقول لك انا نديرو في التصنيع. الوغ ماشي هذا هو التصنيع. التصنيع معناتها ميم اذا تجيب جزء من الخارج معناتها تو يا ان تو دانتيغراسيون سكون ابل نسبه الاندماج في المستوى الصناعي. Un taux d'intégration appréciable, c'est-à-dire que la moitié de ce que tu fais, si ce n'est plus, sont fabriqués localement, ce qui n'est pas le cas. Même les autoroutes, les infrastructures, si elles les infrastructures des Daroua, parce que le pétrole طلع ولا كاين الدراهم ولا يبزعوا, et bien même شفنا كيفاش l'autoroute تقريبا ثانيه اللي importée. شغل يعني اللي جابوها حطوها c'est des entreprises étrangères. Ce n'est pas les ingénieurs algériens par exemple qui ont été conviés à apprendre, même si on importe une expertise, نجيبوا des experts les meilleurs du monde. يعلمونا نديروا l'autoroute, معليش. Mais c'est nos ingénieurs, c'est nos enfants, c'est les Algériens qui doivent apprendre à construire l'autoroute pour qu'on puisse continuer à construire d'autres autoroutes ensuite. Alors là, non. Là, non seulement c'est particulièrement des multinationales, etc., étrangères, des entreprises étrangères, mais en plus les trans sont limites de hum l'hbabhum, comme pour Haddad et d'autres, etc., dans tel ou tel tronçon, ben on a vu la catastrophe. C'est-à-dire les malfaçons et qu'on doit refaire, etc., etc. C'est-à-dire c'est fait. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire le bilan. 20 سنة من بعد ما جابوا تفليقة الجزائر تبعيا تاع البترول لأن la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, de la vente du pétrole et des hydrocarbures est toujours à 96-17%. تبعية البترول يعني elle est toujours totale. ما صراش تغير نوعي يعني qualitatif. Il n'y a aucun changement qualitatif dans ce domaine. Donc où est les importations? C'est une économie basée sur l'importation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a érigé le Jazaïr كسوق et non pas comme une plateforme qui produit. Le Jazaïr داروها سوق نجيبوا لي كونتينر نجيبوا السلعه نتاع الناس ونبيعوها في الجزائر. الناس تخدم وتخدم الوزينات نتاعها وتخدم يد العامله نتاعها من الجزائر نو نجيب et في بعض الاحيان جابوا n'importe quoi comme on le sait etc. En plus que les importations ont permis tous les détournements, les surfacturations etc. يعني كما نقولوا la liste est longue à ce niveau. Donc داروا l'importation comme un mode de production en quelque sorte. Notre production c'était البحر يجي نجيبها من البحر يجيبوها من البابور السياسه تاع الانفورماسيون. Donc grosso modo يعني على المستوى الاقتصادي sur le plan économique voilà où est-ce qu'on en est.
Sur le plan social, eh ben, ça se traduit sur le plan social. Alors, explosion du chômage, notamment des jeunes, et vous êtes mieux placés que n'importe qui pour le savoir, que quand on est à l'université, on est beaucoup plus voué au chômage qu'à autre chose. Les chiffres officiels à ce sujet, concernant les jeunes entre 16 et 25 ans, quelque chose comme ça, eh ben, les chiffres officiels sont autour de 29%, 29,5%, alors qu'en réalité, c'est un peu plus. Et dans la vraie réalité, c'est le double, parce qu'ils ne comptent pas les femmes, ils ne comptent pas les filles qui sont à la maison. Parce que pour eux, les filles, on ne va pas les compter comme main-d'œuvre potentielle. Ils ne comptent pas une bonne partie des jeunes qui sont dans le débrouillardisme, dans l'informel, etc. Ils ne les comptent pas comme chômeurs. Donc, dans la réalité, au niveau social, le bilan catastrophique sur le plan économique se traduit aussi comme un bilan, comme un désastre sur le plan social. Alors le chômage, bien sûr, mais même ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas donc comptés parmi les chômeurs, ceux qui travaillent, ceux qui ont un boulot, mais ceux qui ont un boulot généralement, c'est la précarité qui s'est généralisée. C'est-à-dire précaire, en CDD, عندك كونترا نتاع 6 شهور ويبدلوه لك دونك لازم دير الكاردافو للمعلم اكسيتيرا باش ما يحوزكش. Et souvent, on n'a pas tous les droits, on n'a pas le droit syndicaux, on n'est pas déclaré la sécurité sociale, etc. Donc, هذا هو يعني هذا إلا ما أنا الشومري لا رانا يعني من الناس اللي عندهم الخدمة ce qui est bien, ben voilà. بصفة عامة يعني la situation de la relation de travail, comment elle est faite dans le cadre de ces choix libéraux. بلا ما نهضروا bien sûr على أشياء أخرى مثلا sur le niveau social, sur l'effondrement du pouvoir d'achat. Vous savez que le SNMG, le salaire national minimum garanti, يعني السميك في الجزائر, 18 000 dinars, 18 000 dinars, ça veut dire 82 ou 83 euros. C'est ça le SMIC en Algérie, qui est plus bas que celui de la Tunisie et d'ailleurs, quand on compare avec des euros, et que surtout, plus grave, il n'a pas bougé depuis 2012. Et ça, c'est la première fois depuis l'indépendance où le SMIC ne bouge pas pendant autant d'années. Les salaires en Algérie, parce que ça, c'est le SMIC, mais les salaires moyens, etc., c'est pas beaucoup plus haut. Je ne parle pas des cadres, mais je parle de la majorité des travailleurs, ouvriers, etc., etc. La moyenne des salaires est extrêmement bas. Elle est autour de 25 000, 26 000. Comme d'ailleurs assez vital, il paraît que c'est 26 000 dinars la moyenne pour les travailleurs. Les cadres, c'est autre chose. Et il faut savoir que les salaires maintenant, aujourd'hui en Algérie, sont parmi les plus bas, sinon les plus bas dans le bassin méditerranéen. الأجور في الجزائر هما أضعف أجور في حوض البحر الأبيض المتوسط اليوم. هاوليك لو بيلون تاع 20 سنة على المستوى. هذو بعض الأمثلة على المستوى السياسي bien sûr, sur le plan politique. Après avoir un peu rappelé quelques éléments économiques et sociaux, sur le plan politique, on est dans l'impasse. La preuve, c'est qu'on est dans l'une des plus graves crises politiques depuis l'indépendance. Et cette crise, elle est due à un régime et à un choix politique, qui est avant tout l'autoritarisme. C'est-à-dire la remise en cause des libertés, الحرية العامة, الحرية الديمقراطية. C'est il y a quelques années, dans les années, il y a plus de 10 ans, dans nos analyses, la dérive monarchique. C'est une dérive monarchique, c'est-à-dire بوتفليقة ونظام تاع بوتفليقة ولا يعني يسير في الجزائر وكأنها مملكة. C'est une dérive. Bouteflika se présentait pratiquement comme un roi qui faisait redefaiser. Aujourd'hui, Gaïd Saleh, ça lui fait une belle jambe de nous dire la constitution, la solution est dans sa constitution. Mais en réalité, Bouteflika, la constitution, l'Abbéa, elle est plusieurs fois qui m'abra. Et donc, il s'est comporté comme un roi, donc l'autoritarisme, une dérive monarchique. Il a verrouillé, il a castré les libertés démocratiques. Et on s'est retrouvé avec un désespoir énorme de la jeunesse algérienne, qui représente quand même pratiquement près de 75% de la population. Aujourd'hui, même le Harga,
Même le harga, même au bout du désespoir, les harga, donc même le harga, il est pratiquement impossible. Avec tout ce qui se passe en Europe, avec tout ce qui se passe comme blocage, avec tout ce qui se passe comme lutte contre l'immigration clandestine, etc. Et donc on se retrouve dans cette catastrophe, dans cette situation. Et sans oublier que pendant que cette politique économique, sociale et même le verrouillage politique, etc. se faisait, avec tout le désastre que j'ai essayé de citer quelques éléments les plus évidents. Mais en même temps, il faut quand même le souligner avec force, que c'est une minorité quand même qui a profité de cette situation. C'est le patronat. ليسموهم investisseurs مستثمرين واللي في الحقيقه يروحوا للبنكه بيبليك وكاين دراهم تاعنا تاع الشعب كاع وهما عندهم الدروا يدوا من البنكه مسميين رواحهم مستثمرين et on voit bien leur gabegie والعلاقه نتاعهم مع السلطه السياسيه سي السلطه السياسيه qui dirige ça ben c'est السلطه السياسيه qui les irrigue c'est par la commande publique السوق public le marché les marchés publics هما اللي بناو دونك يعني هذا الاوليغارشيات المختلفه. Et il faut savoir que dans ce domaine il y a ceux qui ont fait donc leurs milliards et sont devenus oligarques, etc. dans les années 90, de début 2000 jusqu'à 2006-2007. Comme d'ailleurs, il faut le dire, comme le patron de Cévital, par exemple, qui fait partie de cette période. D'ailleurs, Cévital, c'est en 99 ou 2000, si ma mémoire est bonne. Ce Bouteflika, d'ailleurs, qu'il a ouvert au port de Béjaïa. Mais pas seulement lui. Mais ensuite, il y a eu des désaccords, et donc c'est le pouvoir de Bouteflika, le pouvoir politique, a promu leurs amis. Ah, et c'est comme ça que d'autres, donc, prétenant ou pas, c'est les Kounénef, même s'ils avaient aussi d'autres origines, ou là les Haddad particulièrement, et bien d'autres, Tahkout, etc., etc., tous ces noms, parce qu'on ne peut pas tous les citer, qui ont pu, grâce au pouvoir politique, donc et l'allégeance au pouvoir politique de faire, d'accumuler toutes ces richesses à travers, de façon illégitime et inacceptable. D'ailleurs, il faut savoir que ces oligarques et ces patrons, en général, sont responsables d'une des plus grandes évasions fiscales. تهرب الضريبي يعني ما يخلصوش les impôts. C'est-à-dire les salariés, la fiche de paye تاعك même إلا تخدم agent de sécurité ولا حاجة بسيط كي تجيك la fiche de paye تاعك تسيبيها منحي لك اليرجي les impôts نحاهم لك. Mais les milliardaires, les archi-milliardaires, les multimilliardaires, ben souvent, et les derniers chiffres qui remontent déjà à 2 ans, là, 3 ans, on estime le montant de l'évasion fiscale, ben c'est le chiffre, hein, je ne sais pas comment on l'écrit, mais c'est 12 500 milliards de dinars. 12 500 milliards de dinars. Je ne sais pas quoi. Comment on va le traduire en milliards de dollars, si c'est 100 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour donner une idée sur la gravité de la situation. En plus des cadeaux fiscaux. يعني هذا déjà ما يخلصش les impôts اللي لازم يخلصها قانونيا. Mais en plus من جهة أخرى نعطوا له des cadeaux fiscaux. يقول له ما تخلصش الغرامة الفلتانية وعندك un délai de grâce pendant des années de 3 ans وعندك etc. etc. C'est comme ça qu'on fait avec ces oligarques اللي ترفعوا على ظهور العمال وعلى ظهور الأغلبية نتاع الشعب الجزائري. Les 2 derniers temps, هذا une partie de ce que je viens d'exposer sur les racines, les origines تاع الحراك نتاع اليوم. C'est les accumulations هذو. Mais les 3-4 dernières années, ملي طاح السعر تاع البترول, ben nous avons vécu une situation d'accélération de ce cours. Le cours libéral. On a vécu, par exemple, il faut rappeler que pendant les 3 dernières années, le glissement, ce qu'ils appellent le glissement du dinar, c'est-à-dire une dévaluation déguisée, mais
على تخفيض قيمة الدينار, la dévaluation du dinar. Ils disent non, c'est un glissement, on laisse glisser, le dinar. Eh bien, le قيمة تاع الدينار نقصت à peu près 60%. Il faut savoir. 60% de dévaluation du dinar pendant 3 dernières années. Ça veut dire que 10 000 dinars, millions, centimes, 10 000 dinars, il y a 3-4 ans, aujourd'hui, il y a 400 000. Il faut le savoir, ça. واش تسوى 400,000 ça veut dire كيروحوا نشروا بها ما نقدروا نشروا غير قيس 400,000 نتاع voilà, c'est-à-dire c'est cela la dévaluation du dinar. Et l'austérité pendant les 3 dernières années. L'austérité, il y a des secteurs qui ont connu des coupures sur le plan de leur budget, sur le plan des projets qui ont été gelés alors dont on a besoin, etc. Et ensuite, bien sûr, avec toute cette accumulation, c'est les problématiques aussi de corruption. الرشوه اللي يعني لحقت لدرجه ما تتخيلش ما تتصورش, y compris في هرم السلطه, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'État, la corruption est devenue une monnaie courante, est devenue la règle. Et tout cela ne se faisait pas évidemment sans tenir compte des intérêts des puissances étrangères, puisque eux-mêmes qui le disent. Avec l'affaire Wikileaks, etc. Par exemple, Hillary Clinton le disait publiquement, c'était sur les réseaux il n'y a encore pas longtemps, comment elle a fait du lobbying pour que Bouteflika signe le marché pour General Electric, les Américains, l'usine de turbines électriques, etc. Plus de 2 milliards de dollars. Quand Hollande venait en 2012, il repartait avec 6 milliards de dollars de commandes, carnet de commandes du régime algérien. En 2007-2008, quand Bouteflika a changé la constitution qui disait que le président ne devrait pas dépasser 2 mandats, et bien avant de changer la constitution qui lui permettait d'aller au-delà de 2 mandats, et bien avant tout, pour avoir l'accord en quelque sorte de Paris ou de Washington, il a commencé par sauver Alstom. Alstom était en faillite, puis France. Et c'est Alstom qui a donc vendu les rames, etc. T'as le métro, t'as le tramway, etc. Tout ce que vous voyez comme métro et tramway en Algérie, c'est Alstom qui était en faillite. Et que donc on a sauvé, et en contrepartie, النظام تاع فرنسا يضرب النح على بوتفليقه اللي بدل الدستور زعما ما يقولش باللي c'est une atteinte à la démocratie, des choses comme ça. D'ailleurs, dans toutes les élections qu'on a vécues, et qui étaient évidemment ni démocratiques, ni transparentes, ni loyales, etc., eh bien, tous les observateurs étrangers, t'as l'Union européenne, ou l'américaine, ou les joues, ils étaient les satisfaits. Ils font quelques petites remarques de seconde zone, mais sur l'essentiel, je crois que ça va. Et ça va, ce satisfait, se payer, évidemment, se payer par le régime. Comme toutes les dictatures, d'ailleurs. J'aimerais passer à la deuxième partie de la question de la transition, ou l'intégral démocratique. وشنو هما الحلول اليوم؟ هو أن الحراك حاليا, ce qu'on appelle الحراك, le soulèvement, si on préfère, le processus révolutionnaire pour d'autres, اللي راه يجري في الجزائر, يعبر دونك على même إذا المطالب ماهمش واضحة بهذه الصفة sur les questions économiques, sociales et démocratiques, en réalité, objectivement et subjectivement, il exprime ça. Il exprime le rejet de ce régime. On veut dire toute cette politique, toute cette catastrophe sur le plan économique, social, politique, etc. Mais ces années d'autoritarisme, ces années de dictature nous ont affaiblis sur le plan de l'organisation, nous ont affaiblis sur le plan de la conscience politique, nous ont affaiblis sur beaucoup d'aspects. Et donc aujourd'hui, الحركة الشعبية اللي رانا نشوفوا فيها, on a vu qu'il y a une dépolitisation, كاين تراجع في التنظيم, كاين تراجع. لو كان نكومباريوها avec le soulèvement d'octobre 88, et ben c'est بوبلي في octobre 88 الحركة كانت سياسيا ميور, ولا même في التنظيم كان كاين يعني إمكانية de l'auto-organisation meilleure. Et aujourd'hui, on doit reconstruire tout ça.
Aujourd'hui, on doit reconstruire tout ça. على خاطر بلا التنظيم الذاتي l'auto-organisation ما نقدروش نقاوموا لونطون، ما نقدروش نقاوموا بطريقه اللي تسمح لنا فعلا نغير النظام ونفرضوا et on impose une alternative démocratique et sociale qui permet de remettre au centre du choix politique à venir la souveraineté populaire. Puisque la souveraineté populaire, comme je disais au début, qui est au centre, Siyada Chabia qui est au centre de la revendication. Et évidemment, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre à peu près deux fausses perspectives, deux fausses solutions, deux fausses alternatives. Alors, l'oula, yani, Shab yarfadha de façon plus claire, c'est celle du pouvoir de fait actuel. كاين سلطة فعلية، سلطة أمر واقع de fait qui est là، وين الجيش يلعب فيها الدور الأساسي، والمسؤول الأول على الجيش اللي هو السيد قايد صالح، c'est lui qui incarne, c'est lui qui donne le donne باسم الجيش، باسم toute la hiérarchie تاع الجيش. وهذا la démarche هذه c'est quoi comme démarche? Alors المسألة الأولى، la condition الأولى اللي داروها قال لك لازم الحل يكون في إطار الدستور. Ah bon, alors واش من دستور؟ الدستور تاع النظام، c'est-à-dire que الشعب يطالب بإسقاط النظام وتغيير النظام، mais on nous dit mais la solution elle est في الدستور تاع النظام اللي رانا باغيين نحيوه. Or الدستور تاع النظام c'est quoi؟ الدستور تاع النظام، الدستور en général ينظم يقدر مام يحتوي على مشروع مجتمع sur un projet de société. mais مسائل يعني اللي يتعلق بها notamment l'organisation des pouvoirs، تنظيم السلطة، يعني اترافير الدستور تاع فرنسا ولا تاع الانجليز ولا تاع الهند ولا تاع يعني شوفوا السلطة كيفاش منظمة لداخل. يبقى السلطة منظمة في الدستور تاع الحالي في الجزائر اترافير لي ديفيرونت اموندمون تعديلات اللي دارها بوتفليقة اللي فرضها على كل حال، باللي كاين رئيس جمهورية يدي كاع الصلاحيات، مام الا كان فوق كرسي متحرك ولا اسمه هذاك، مام الا يعني ما يهدرش وما قداش ما عليه، مي سيتي لوي كي انكارني tout. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Absolument non. D'un point de vue démocratique, non. D'un point de vue démocratique, ce n'est pas normal que les élus du peuple اللي ينتخب عليهم الشعب ما بصفة شكلية، مام إذا الانتخابات يا سيدي ما هيش فيها اللعب وكذا، مي كيفاش المنتخبين مثلا المحليين تاع بالجاية ولا المنتخبين المحليين على المستوى البلدي dans les communes، ils sont élus par le peuple, hein, normalement, officiellement. Mais ils ont moins de prérogatives que le chef de daïra. Ils ont moins de prérogatives que le wali, qui n'est pas élu par le peuple, qui est désigné par le pouvoir central. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit pour nous, pour construire l'Algérie démocratique, l'Algérie où le peuple algérien s'émancipe, etc. Donc il y a ce type de problématique, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que dans la constitution actuelle, on est d'accord avec ce qui est écrit dans la constitution sur des questions démocratiques, ne serait-ce que Thamazert, ou sur d'autres questions, la place de la religion dans la société, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, comment ils sont exprimés dans la constitution, etc. Et la liste est longue. Donc ce dont il s'agit, quand on nous dit que la solution est dans la Constitution, on nous demande de s'inscrire dans la continuité du système. C'est de la continuité du système. Tous ceux qui nous disent qu'il y a une solution dans la Constitution, ils nous disent en réalité, il faut la continuité du système.
Alors ils font référence à l'article 102 ou 7 ou 8 ou 83 ou d'autres ils disent non, il faut appliquer l'article je sais pas quoi, etc. Mais en réalité, ils nous limitent le cadre de toute perspective, de toute alternative dans le cadre étroit de leur constitution pour garantir la continuité du système. Comme si le problème est juridique. وكأن واش رانا عايشين في الجزائر اليوم قضية مسألة قانونية ولا تشريعية ولا كومون دي alors que c'est une question éminemment politique. القضية سياسية، القضية هي واش من نظام واش من اختيارات اقتصادية اسكو نبقاو في النظام والاختيارات الليبرالية نتاعو avec tout le désastre, la faillite économique, le désastre social, les justement aujourd'hui, on se soulève contre le système. Et tout cela peut justement être transcrit dans le projet de société que nous voulons construire à travers une nouvelle constitution. Parce que la solution est politique, parce qu'on veut rompre avec le système qui a failli, il faut donc qu'on mette en place une nouvelle perspective et une nouvelle constitution qui exprime ces aspirations nouvelles, qui exprime le système nouveau qu'on veut construire. Pour certains, ça s'appelle la Deuxième République, ou pour d'autres, une Nouvelle République. On peut l'appeler comme on veut, c'est pas ça le problème. La question, c'est quoi son contenu? Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des libertés, etc., sur le plan culturel, etc. Alors donc, nous avons le pouvoir donc, qui nous propose, dans le cadre de sa constitution, des solutions, qui ne sont pas des solutions donc. Et c'est pourquoi il met Ben Saleh. Parce que dans sa constitution, il faut que ce soit le président du Sénat qui remplace Bouteflika. C'est aussi simple que ça. Et que Ben Saleh est là pour 3 mois et on fait des élections présidentielles et dans le cadre des mêmes lois, dans le cadre de la même configuration du système, etc. C'est avec les mêmes institutions d'ailleurs. Avec la PN actuelle, avec le Sénat actuel, avec l'appareil judiciaire défaillant, avec tout ça. Et nous avons... Et évidemment, ce n'est pas une solution, ça va mener à l'impasse. Même s'il y a les élections du 4 juillet, ça ne sera pas possible qu'ils puissent correspondre à un minimum des revendications, évidemment, du soulèvement populaire actuel. Nous avons ensuite la deuxième catégorie de solutions, c'est une catégorie de ceux qui se font appeler opposition, parfois démocratique, etc. Mais, alors il y a 2 genres, il y a ceux qui sont pressés, مزروبين باش يقدموا نفسهم بلي représentent le Hirak comme représentants autoproclamés, علنوا على نفسهم بلي هما راهم يمثلوا الحركة الشعبية هذه، alors que واحد ما انتخبهم، واحد ما عينهم، واحد ما كلفهم بهذه القضية. وفي الحقيقة ils sont dans une logique de proposer le نظام القائم حاليا، il lui demande de les coopter. ماذا بهم يعينوهم. C'est une offre de service كيفاش يقولوا بكل المقاييس. Ils offrent leur service au régime de fait en disant voilà, nous sommes les représentants, on va jouer le rôle de médiateur, on va jouer le rôle de la sortie, et la sortie de crise, ça veut dire de la crise du régime, mais avec le régime. Et alors là, on a la panoplie de ceux qui proposent ensuite, d'autres, ceux qui proposent un gouvernement provisoire, un comité des sages, gouvernement de transition. وكاين اللي يقول لك ترانزيسيون فيها شهر عامين، وكاين اللي يقولوا un présidium فيه ويسموا الناس etc. Mais toutes ces solutions de gouvernement provisoire, de gouvernement de transition, de compétences, de sages, de présidium, de machin, toutes ces propositions oublient qu'il y a des millions d'Algériens dans la rue. Et que c'est eux la légitimité, parce que toutes ces propositions ne sont pas l'émanation du peuple. Ils ne proposent pas au peuple algérien de voter. Ces gouvernements, etc., sont désignés. Par qui? Par, évidemment, le pouvoir de fait actuel, incarné par notamment l'armée.
Et donc, quelle légitimité? Si, à la base, on considère que la souveraineté populaire est une question clé, est une question fondamentale, est une question à partir de laquelle on va construire toutes les légitimités. كل الشرعيات القادمة إلا ما تبنتش وما جاتش من السيادة الشعبية، ماشي الشعب هو اللي قرر، وش من شرعية عندها هذا الحكومات هذوما؟ بلا ما ننساو بلي كل سلطة انتقالية مهما كان الشكل نتاعها، quelle que soit sa forme, il faut toujours savoir que c'est pas technique. ماهيش مسائل تقنية يقول لك لي زافير كورونت. كل سلطة في مرحلة انتقالية رايحة هي اللي تلعب الدور، على كل حال تمثل المصالح، représenter les intérêts sociaux الموجودين في المجتمع نتاع المرحلة القادمة ما بعد الانتقالية. C'est comme ça que ça se passe. Et donc sans légitimité populaire, il n'y a pas de souveraineté populaire. Et sans souveraineté populaire, eh ben, on n'est plus dans le cadre de réaliser le matalib, les revendications تاع ملايين المواطنين في هذه البلاد. Il reste donc quelle alternative si ce que propose le pouvoir et ce que propose ce type d'opposition, qui soit s'autoproclame, comme je disais, comme représentant, soit il propose des solutions, mais où le peuple et sa légitimité sont exclus, الحل الوحيد démocratie. بالنسبة لنا, c'est évidemment l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Mais il se trouve que un certain nombre aussi dans l'opposition se réclament de cette proposition. Et il va falloir donc لازم نوضحوا الأمور. على خاطر الحقنا اليوم وين لازم نقولوا بالك notre constituante est la leur. Il va falloir rendre les choses encore un peu plus claires dans ce que nous entendons par l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Et en général, on continue pour dire représentative des aspirations démocratiques et sociales des travailleurs et des masses populaires. Représentative des aspirations démocratiques et sociales des masses populaires. Donc dans la constituante, on voit que même Hamrouch, d'ailleurs il y a quelques jours, dans le journal Le Watan, dans sa contribution, Hamrouch, qui était chef de gouvernement de Chedli au début des années 90 et qui a été l'artisan des premières réformes libérales, justement, tout l'édifice juridique, etc., libéral, et bien même lui, il parle de constituante. Il n'y a pas que lui, même d'autres libéraux, etc., parlent d'assemblée constituante, je ne sais pas. Il paraît que même Bouchachi en parle, il paraît que même d'autres qui étaient contre, ça fait quelque temps encore. Saïd Saadi, paraît-il, il est pour la constituante. Qadi Ihsan de Maghreb émergent, qui était contre, il est maintenant pour, paraît-il, ces dernières contributions, etc. Donc bon, on est dans cette... Mais il y a aussi le FFS qui est, évidemment, il y a le PT qui parle de constituante, donc voilà. Donc il va falloir quand même clarifier parce que c'est une question très, 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 très importante. Premièrement, l'Assemblée constituante, évidemment, c'est une assemblée. Il faut rappeler qu'en Algérie, c'est une revendication du mouvement national. الحركة الوطنية في الجزائر قبل 54, donc dans les années 20 et dans les années 30 et 40, la revendication d'assemblée constituante était une revendication radicale du mouvement national indépendantiste. C'est-à-dire, avant de faire la guerre de libération ou on avait des revendications vis-à-vis du pouvoir colonial pour mettre en œuvre une procédure permettant l'expression de l'autodétermination du peuple algérien. Ben, c'était à travers une assemblée constituante. En 1962, à l'indépendance, la première élection qui a eu lieu en Algérie en septembre 62, c'est-à-dire 2 mois et demi à peu près après le 5 juillet, après le référendum justement du 1er juillet, qui a donné le 3 juillet la proclamation, l'indépendance formelle, qui a été retardée au 5 juillet, et bien 2 mois et demi, autour du 20 septembre, il y a eu l'élection d'une assemblée constituante, le Jazair.
Pourquoi? Parce que خرجنا من نظام ورايحين نبنيو نظام جديد. Donc on constitue le nouveau nez. Quand on dit assemblée constituante, c'est-à-dire sur quel principe, sur quelle organisation de pouvoir, sur quelle représentation, sur quelle médiation, sur quel choix globaux sur le plan économique, social, etc. On va construire notre nouveau pays. L'État naissant, quels sont justement les principes fondamentaux qui vont l'ériger, etc. Et donc il y a eu les élections, il y a et cette assemblée constituante, comme son nom l'indique, elle a la mission principale d'élaborer une constitution, parce que c'est dans la constitution qu'on met tous ces principes. Et elle avait un délai d'une année, mais avant l'épuisement d'une année, le pouvoir à l'époque, qui avait déjà consacré son premier coup d'État contre le GPRA à travers l'armée des frontières, et qui a donc mis Ben Bella au devant, et bien avant la fin d'une année, c'est-à-dire avant septembre 63, puisqu'elle était élue en septembre 62, donc en juillet, août à peu près, 63, c'est là où la fameuse histoire de Ben Bella, qui rassemble une conférence dans la salle majestique d'Alger, la salle Atlas, qui était l'une des plus grandes salles de cinéma, et il ramène des gens du parti, etc., et des cadres, et je ne sais encore, qui n'ont été élus par personne. Et il dit, voilà le projet de constitution de la nouvelle constitution. Et donc, on peut dire que c'est un deuxième coup d'État. C'est un push par rapport à la constituante. D'ailleurs, ça a donné l'éclatement de la constituante. Et depuis, d'ailleurs, Aït Ahmed, qui était membre, a critiqué parti faire son FFS, et Bourdiaf a été faire son PRS, Farhat Abbas, qui était président de cette assemblée, a quitté en déclarant son opposition, etc. Et donc, le peuple algérien, en réalité, depuis son indépendance, n'a jamais décidé de façon libre, démocratique, claire de ses choix. Alors que le peuple algérien s'est battu, comme j'ai commencé à dire au début de ma conférence, en rendant hommage à ceux qui sont tombés le 8 mai 45, puisqu'on est le 8 mai. Mais bien avant le 8 mai, la guerre de libération s'est battue pour décider justement de façon libre ce que nous voulons être, ce que nous voulons construire dans ce pays. Et donc l'Assemblée constituante est la seule possibilité pour que le peuple algérien puisse reprendre son destin entre ses mains et décider de ses perspectives. Et de ce point de vue, aujourd'hui, pour nous en tout cas, on considère que l'Assemblée constituante, ce n'est pas que j'ai la panacée, الحل السحري نتاع كاع المشاكل. Non, l'Assemblée constituante pourrait déboucher aussi sur une problématique. Je veux dire avant tout que l'Assemblée constituante souveraine pour nous, ce n'est pas l'objectif final. C'est le contraire. C'est avec l'Assemblée constituante que peut-être on commence la perspective d'aller vers une situation qui pose les jalons, en tout cas, de l'édification du nouveau État et de la nouvelle République que nous voulons construire. Donc l'Assemblée constituante n'est pas un objectif final, mais un objectif c'est un objectif d'étape en quelque sorte, qu'il va falloir mettre en place pour aller plus loin. Et pourquoi une Assemblée constituante? Et comment on va faire cette Assemblée constituante de notre point de vue? Premièrement, il faut dire que tous ceux qui se réclament d'une Assemblée constituante, parfois ils ne disent même pas qu'elle est souveraine. Ils disent Assemblée constituante. Et d'ailleurs, ils prévoient, comme Hamroche et comme d'autres, etc., ils prévoient des institutions, en tout cas un exécutif, un présidium, etc., qui est au-dessus de la constituante. Ce qui fait que cette Assemblée constituante, qui est censée être élue par le peuple, n'a pas tous les pouvoirs. Donc elle n'est pas souveraine dans ses décisions, puisqu'elle doit se référer à un pouvoir supérieur. Et donc là, on n'est plus dans la démarche d'une Assemblée constituante souveraine, et à ce moment-là, n'est même pas l'Assemblée constituante dont on parle. L'Assemblée constituante dont on parle, c'est qu'elle est souveraine. Ça veut dire que tous les pouvoirs, tous les choix, toutes les décisions devraient être entre ses mains. Mais quelle est la dynamique qui va construire cette Assemblée constituante aujourd'hui?
Alors quand on voit le mouvement, le formidable mouvement que nous vivons, pour nous le PST, il faut que ce soit l'émanation des citoyens, l'émanation du peuple, l'émanation des travailleurs, des jeunes, des chômeurs, des femmes, des petits paysans, etc. Et c'est pourquoi on parlait d'auto-organisation comme question fondamentale. Donc l'auto-organisation. L'auto-organisation, c'est quelque chose d'essentiel, de stratégique. إذا بغينا نفرضوا مجلس تأسيسي سيد dans l'avenir بالمعنى qui correspond à nos aspirations démocratiques et sociales. Donc l'auto-organisation هي يعني اللي راح تسمح لنا باش نديروا النقاش الوطني parce qu'il faut un débat national. Il faut qu'on impose la levée de toutes les entraves et de toutes les mesures qui ont bâillonné les libertés dans ce pays. Il faut l'ouverture des médias, il faut que le droit, les libertés d'expression, de manifestation, d'organisation, les libertés syndicales, le droit de grève, etc. Tout cela doit être consacré de la façon la plus évidente. Et ensuite, quand on dit l'auto-organisation, ça veut dire celle des travailleurs, ça veut dire celle des étudiants, ça veut dire celle des jeunes, des chômeurs, des petits paysans, des petits commerçants, etc. Et ça veut dire la majorité du peuple. Parce que c'est ça la majorité du peuple. La majorité du peuple, ce n'est pas comme dans cette APN, dans cette assemblée qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui en Algérie, où il y a 160 hommes d'affaires. Ça veut dire que c'est l'assemblée des hommes d'affaires, qu'elle va légiférer en fonction des intérêts des hommes d'affaires et des patrons, et non pas en fonction des intérêts de la majorité. La majorité, c'est les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est ceux d'en bas, c'est les masses populaires, démunis. Donc il faut que l'Assemblée constituante pour laquelle on se bat soit l'émanation donc de ce processus d'auto-organisation qui pour nous est de fait un processus constituant. يعني هو السيرورة اللي راح تأسس المجلس التأسيسي. والمجلس التأسيسي donc الهدف نتاعو كما قلنا هو يدير لنا مشروع نتاع دستور. Un projet de constitution. Et il a un délai. En 62 عطاو له عام. يعطيو له عام ولا عام ونص ولا c'est pas ça. Ça c'est des questions techniques qu'on va pas débattre maintenant. Mais دستور اللي فيه يعني كل الطموحات والتطلعات يعني toutes les aspirations de la majorité du peuple, c'est-à-dire des travailleurs, de la classe ouvrière et des travailleurs. Ça veut dire des jeunes et des chômeurs, ça veut dire des femmes, ça veut dire de tous les opprimés dans notre pays. C'est ça la majorité. Et donc cette constitution faite ainsi, après donc un grand débat, après donc l'élection d'une assemblée constituante, et dans le cadre donc de ce processus d'auto-organisation, et qui est un processus constituant, on aura un projet de constitution fait dans ce cadre. Parce que la constitution actuelle, ou même les سبقوها ما على بالناش شكون اللي كتبها ما على بالناش الا داروها في كازيرنا ولا في وزاره ولا في كوميساريا ولا le دستور الحالي on ne sait pas qui l'a écrit parce qu'il n'est pas l'émanation l'émanation du peuple algérien, alors que la constitution doit être l'émanation du peuple parce que c'est la loi suprême et elle dit, elle consacre Siyada nta al-Shab. C'est écrit l'article 6 et 7 etc. et 8. Donc Siyada nta al-Shab, ça veut dire Shab déjà, il commence par décider de son dostor. Et il n'y a pas 36 000 solutions. L'humanité n'a pas inventé 36 000 solutions. La seule solution démocratique qui existe dans l'histoire de l'humanité, c'est l'Assemblée constituante. Depuis au moins 1789. Maintenant, si l'Assemblée constituante, qu'ils peuvent peut-être, ils sont en train de réfléchir à répondre aux revendications. Comment garantir la continuité du système actuel? Si la présidentielle le 4 juillet ne marche pas, ils peuvent, dans une semaine ou deux, nous annoncer des choses, ils changent. Il n'y aura pas de présidentielle, des choses comme ça, ils s'en foutent, c'est pas ça le plus important. Comme ils le font avec Toufiq, ou avec Saïd Bouteflika, ou avec Rabrab, ou avec Haddad, ou là. Là, ils doivent, on est en train de vivre un moment de recomposition. Une recomposition qui, apparemment, remet l'armée au centre de la décision politique dans le pouvoir, alors qu'ils avaient perdu ce
cette faculté au moins depuis 2004. 2004 contre Benflis, soutenu par l'Ammari, chef d'état-major, contre Bouteflika, soutenu par Toufik et DRS de l'époque, 2004, contre Benflis a perdu. D'ailleurs, ça a entraîné la démission du chef d'état-major, etc. L'armée ont perdu une bataille importante et leur place dans le centre de la décision politique, puisqu'auparavant, c'était l'armée qui faisait les présidents, qui faisait le truc. Et depuis 2004, non, on a bien vu que Bouteflika avait une autonomie vis-à-vis de l'armée. Que Bouteflika, à un moment donné, il était un vrai Bonaparte, il avait vraiment tous les pouvoirs, etc., au-dessus de... Voilà. Et là, ils sont en train, il y a une recomposition qui est en train de se faire, et où l'armée incarne effectivement en ce moment le pouvoir. Bien sûr, ils auront besoin d'une façade de civil, ils auront besoin d'un pouvoir civil, etc., pour pouvoir durer. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et dans le cadre de cette recomposition, ils peuvent effectivement décider, on va faire la constituante. Mais elle ne sera pas souveraine, par exemple. Et donc, ce n'est pas la constituante. Ce n'est pas la constituante pour laquelle on se bat. Ils vont mettre un présidium, quelque chose qui a le vrai pouvoir, pour le compte de l'armée, et on va mettre une constituante qui, de toute façon, va décider pour le système. Elle va nous proposer une constitution peut-être encore où l'ultralibéralisme ou le libéralisme sera encore plus consacré, sera encore plus... Puisqu'on nous prépare, les Bambeto et compagnie nous préparent plutôt pour l'austérité, qu'il faut avertir les populations que les mesures libérales, ça veut dire que ce qu'ils appellent les réformes structurelles qu'ils n'ont pas réussi à faire, d'ailleurs que réclame le FMI, la Banque mondiale, l'UE, dans le cadre des accords d'association, ou même les conditions d'admission à l'OMC, etc., qui nécessitent plus d'ouverture, plus de libéralisme. Donc on nous prépare à ça. Ils peuvent donc faire passer ça par ce qu'ils appelleront au mal leur assemblée constituante, alors que ce n'est pas l'assemblée constituante dont il s'agit. Et puis donc, pour finir, rappelez qu'est-ce que ça veut dire représentatif de nos aspirations démocratiques et sociales. C'est que, évidemment, l'économie du pays, les choix économiques et la politique économique dans ce pays doit aller dans le sens inverse de ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'économie doit servir la satisfaction des besoins sociaux du peuple algérien et non pas le contraire, et non pas les êtres humains que nous sommes, bani adam li rana, نكونوا حنا نخضعوا للسوق نخضعوا للاقتصاد. Par exemple, maintenant, à l'université, on nous forme, puis on nous dit le boulot, c'est en fonction du marché. Si le marché ne demande pas, ben, et pourtant, le marché, يمشي باش, يمشي بالprofit privé. Et des fois, le profit privé, mais des fois, souvent, il est en contradiction avec le profit collectif. Avec le فايدة نتاعنا كاع بالك حنا عندنا فايدة نكونوا des ingénieurs dans je ne sais pas dans tel ou tel domaine mais qui n'est pas profitable pour le privé. Alors ils vont pas investir, donc on n'aura pas d'emploi pour ça. Mais كمجتمع كشعب جزائري on peut décider non, on a besoin de former dans tel sens ou dans tel sens. C'est-à-dire que organiser l'économie en fonction de nos besoins et de nos aspirations. Et sur le plan démocratique, c'est toutes les questions démocratiques qui doivent être débattues. J'avais signalé tout à l'heure, et au risque de me redire, sur les questions donc relatives à l'identité, sur la question de la religion. Parce que la religion, elle est omniprésente et on doit quand même débattre avec le peuple algérien sur la nécessaire séparation entre l'État et la religion. لازم نفصلوا ما بين الدين والدولة. ديجا افون تو الفايدة للدين. لما يفصل عن الدولة الدولة ما توليش تقهر العقيدة. La croyance. Souvenons-nous au début du Hirak, les 2 premiers vendredis. Il y a eu un ministre des Affaires religieuses
qui a fait une note avec le tempo, etc. كاع لي زيمان وبالجمعه هذيك تاع الاولى تاع الحراك والدوزيام ils ont fait un discours pour dire aux gens ne sortez pas, pour dire aux gens لازم نطيعوا الحاكم, etc., etc. C'était ça le 22 février et le 1er mars. وعلاش؟ على خاطر كاين استعمال سياسي للدين. دونك فصل الدين على الدولة هو منع الاستغلال السياسي للدين. Et ça c'est quelque chose de très important في نفس الوقت هو احترام كل الشعائر وكل العقائد. دونك فصل الدين على الدولة اللي البعض يسموه العلمانية ولا المقصود منه هو fondamentalement c'est plus de liberté religieuse. المقصود هو plus de liberté religieuse et non pas العكس. بالعكس كنت الدين يكون مربوط بالدولة اللي يخضع للسلطة القائمة تاع الدولة هذيك في telle ou telle conjoncture. La question des femmes sur l'égalité des droits, المساواة في الحقوق بين النساء والرجال هي مسألة أساسية ولازم نناقشوها في المجتمع ونكتبوها في الدستور القادم بصفة واضحة واللي يتطلب دونك إعادة النظر, c'est-à-dire l'annulation, l'ilgha, l'abrogation, comme le disent le mouvement femmes, du code de la famille et d'autres lois scélérates. لازم القضية نتاع الهوية ونتاع الأمازيغية même إذا النضالات sur plusieurs décennies فرضناها في الدستور نتاع بوتفليقة اللي كان يقول جامي اوفيسيال يبان ولات اوفيسيال وهو اللي توبليجي يسنيها على خاطر كاين يعني حركة شعبية يعني pendant plusieurs décennies mais il y a toujours des équivoques, c'est toujours inscrit de façon pas satisfaisante au fond. Et même la mise en œuvre de l'officialisation, comme langue nationale est officielle, la mise en œuvre réelle, etc., c'est comment, etc., où est-ce qu'on en est, etc., on voit bien que c'est beaucoup plus, ça ressemble à une poudre aux yeux, en termes d'investissement, en termes de formation, en termes de construction, de cette perspective. Donc il va falloir aussi discuter de ça, mais aussi de toutes les autres questions démocratiques, sur les libertés, sur revoir la séparation entre les pouvoirs. Quand aujourd'hui on nous dit la justice est actionnée pour arrêter ce que les hommes forts, ce que le sultan القوية تاع اليوم اللي راهي تمثل قوى السلطة هما اللي يمدوا الأوامر. يعني ديسيداو يدوا السعيد بوتفليقة اللي كان بالك هو يعطي لهم الأوامر هي encore pas longtemps العدالة. donc c'est-à-dire donc هي نفس العدالة اللي تخضع للقيود وتخضع للأوامر وتخضع للسلطة التنفيذية وتخضع donc la séparation كيفاش نجعلوا من العدالة فعلا عدالة إلى آخره. ولكن كل هذا المشروع, et si je terminerai là-dessus, كل هذا المشروع, tout ce projet, quand on examine bien ces propositions اللي رانا يعني نقترحوا فيهم, c'est des propositions في الحقيقة de lutte. Ce que propose le PST en réalité, c'est un programme de lutte. Ce n'est pas des recettes. Ce n'est pas وصفة سياسية راح نديروها شوية عقاقر منها وشوية عقاقر من هنا هو كاين الحلول. Non. Il n'y a pas de وصفة. الوصفة الوحيدة, la seule recette, c'est notre mobilisation et nos luttes. C'est à travers, si on n'est pas mobilisé, et si nos luttes s'estampent, eh ben on pourra pas réaliser ce projet de constituante représentative de nos aspirations démocratiques et sociales. Et on ne pourra pas avoir cette nouvelle constitution qui sera élaborée en fonction de nos aspirations démocratiques et sociales. Et nous n'aurons pas donc cette possibilité si on n'est pas mobilisé de façon permanente. Et de façon permanente, ça ne veut pas dire qu'on manifeste tous les jours. De façon permanente, ça veut dire avant tout notre auto-organisation. C'est pourquoi la question de l'auto-organisation est stratégique, elle est fondamentale. إذا ما ناش منظمين ذاتيا كعمال كشبيبة كطلبة كنساء etc. on ne peut pas se battre إذا ما ناش منظمين. Donc تنظيم مسألة أساسية. Pour les uns et pour les autres, on te dit oui, mais ça va prendre du temps, ça ne va pas prendre du temps. Ben ça, c'est un débat.
Ça, c'est un débat, et puis d'ailleurs, il va y avoir un débat, j'espère, et on va échanger là-dessus. Mais donc, chez l'SSI, où la mobilisation populaire, la mobilisation populaire, la mobilisation des travailleurs, des jeunes, des chômeurs, des femmes, etc. Et en perspective de construire ce rapport de force. باش نبنيو ونفرضوا ميزان القوة السياسي الجديد على السلطة القائمة ونفرضوا هذه الآفاق سي برسبكتيف نفرضوهم باش يكون يعني فعلا الشعب الجزائري يسترجع بوغ ريفونيغ بوستولا تاع البداية يسترجع السيادة نتاعو لا سوفرانتي بوبولير. Ici, la souveraineté populaire, qu'on lui donne ce contenu, l'Assemblée constituante, qu'on lui donne ce contenu, l'auto-organisation, qu'on lui donne ce contenu. Il y a les éléments clés, disons, de la réflexion que je voulais donc proposer aujourd'hui dans cette intervention. Et je vous remercie pour votre patience. Et je m'excuse si ça a pris un peu de temps. Voilà, comme ça, merci.